Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur Reconstruis ta vie après un burn-out, les 5 clés du succès pour retrouver confiance, épanouissement et résilience. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour parler d'un sujet d'actualité qui touche de plus en plus de personnes. Et pendant 60 minutes, nous vous guiderons à travers les étapes clés pour retrouver confiance en vous, comprendre votre plein potentiel et vous reconnecter à votre être authentique. Nous vous dévoilerons les secrets pour vous accompagner dans votre voyage vers une vie plus épanouissante et résiliente. Ces 60 minutes incluront un temps d'échange et de questions-réponses. Vous pouvez à tout moment poser vos questions via le chat et nous y répondrons dans la mesure du possible en fonction du temps qui nous restera après la présentation. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay avec le support de présentation. Lors du webinaire, nous vous demanderons de répondre à quelques petits sondages afin de mieux vous connaître et de pouvoir vous proposer par la suite des webinaires dont les sujets correspondront à vos problématiques. Il est maintenant temps de faire les présentations. Le groupe Evolutine est un centre de formation où nous proposons du bilan de compétences, de l'accompagnement à la VAE et nous formons les futurs accompagnateurs en bilan de compétences et en VAE en proposant 2 formations certifiantes enregistrées auprès de France Compétences. Je suis Karine Bertin, présidente du groupe Evolutine et formatrice sur le titre RS, la pratique du bilan de compétences, et également consultante en bilan de compétences, et plus spécifiquement après un burn-out, pour un retour à une vie active dans les meilleures conditions afin d'éviter une rechute. Céline, je te laisse la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes aussi enchantés que nous de partager ce moment-là. Avant de commencer, avant de me présenter, j'aimerais juste que vous nous partagiez un petit peu dans le chat les raisons pour lesquelles vous avez décidé en fait de venir ce matin sur ce webinaire. Et puis comme ça, pendant que vous allez échanger avec nous, et ben moi je vais pouvoir me présenter. Donc je m'appelle Céline Kibert, je suis coach connectrice. Donc j'accompagne en fait les gens en post-burnout, post-dépression ou tout simplement en quête de sens à retrouver leur plein potentiel. Vous avez aussi dans le chat des sondages qui ont été mis en place, donc je vous invite à y répondre. Comment je suis arrivée en fait à devenir coach? Tout simplement, moi j'ai eu aussi il y a quelques temps, je suis tombée sous le courroux en fait du burn-out et de la dépression. Et voilà, donc dans ma vie, c'était, j'avais un boulot à temps plein, de marketing de réseau, plus 3 enfants en bas âge, un mari, des enfants. Enfin, je vous laisse passer toute l'histoire. Et, et en gros, un matin, j'ai pas réussi à me lever. Donc, je suis allée chez le médecin et il m'a dit, vous faites un burn-out. Et je lui ai dit, ah bon, comment ça se fait? Enfin, ça me parle pas, c'est quoi? Enfin, je connaissais même pas ce que c'était. Et donc il m'a expliqué ce que c'était. Je lui ai raconté un peu ma vie. Il m'a dit, mais c'est normal. En fait, vous avez voulu mettre votre cape de superwoman, de super maman, et vous avez voulu tout faire. Et c'est souvent le cas, en fait, c'est de devoir mettre tout plein de choses sur le dos. Donc du coup, comme la majorité des gens, je me suis fait accompagner donc par un psy, par un coach aussi en parallèle, parce que je trouvais que c'était important aussi de se faire accompagner dans d'autres choses. Et c'est là que j'ai découvert en fait la magie du coaching et qu'est-ce que ça pouvait apporter. Et comme j'ai réussi à retrouver un équilibre par rapport à ça, c'est ce qui m'a permis en fait de venir là. Voilà. Donc, je vois en commentaire qu'il y en a qui ont déjà vécu un burn-out et qui cherchent à rebondir. Donc, écoutez, bienvenue à vous et vraiment félicitations de prendre ce temps pour vous. Et c'est vraiment, vraiment important, que c'est vraiment en fait important de prendre soin de soi, même après un burn-out. Voilà. J'aimerais en fait, avant de commencer ce webinaire, que vous gardiez vraiment l'esprit ouvert, de vous apporter beaucoup de douceur, parce que je pense que c'est vraiment important en fait, quand on est dans cette période-là, de se poser des questions, à vraiment ne pas rester sur place, s'autoriser à évoluer et à grandir encore par rapport à tout ce qu'on vit. Voilà. Pensez à prendre un stylo, des feuilles si vous en avez besoin, à beaucoup boire, d'accord? C'est hyper important, hein. Moi, je vais causer, donc je vais boire, mais je vous invite aussi à bien vous hydrater pendant le webinaire. Voilà. Alors, on va commencer tout simplement par la clé numéro 1.
qui est comment reconnaître son burn-out. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posé en commentaire quels sont les signes avant-coureurs. Et ben voilà, vous avez en fait des choses, des clés pour pouvoir justement les reconnaître. Donc la première, bah, ça peut être un épuisement physique et émotionnel. Donc c'est-à-dire que vous allez vous sentir épuisé en permanence, ne pas réussir à vous lever, avoir des émotions qui sont exacerbées, un petit peu comme une soupape en fait qui se diffuserait en permanence et que vous n'arriviez pas en fait à gérer vos émotions. Le deuxième, c'est la perte d'intérêt et de motivation. Elle est surtout là, bah, ça peut être dans son travail, ne plus trouver de sens en fait à son travail, mais ça peut être vraiment aussi dans le personnel. Ça va être bah, par exemple des gens qui adorent peindre, qui adorent se promener, en fait, qui n'ont plus le goût pour y arriver et pour se sentir en fait à l'aise par rapport à ça. Alors, excusez-moi si jamais, comme cette saison, eh ben, j'ai aussi tendance à avoir un petit chat dans la gorge, donc j'espère que ça ne vous fera pas trop de bruit en fait dans les commentaires. Dans les oreillettes, pardon. La troisième, pour reconnaître son burn-out, ça va être des difficultés à se concentrer et à prendre des décisions. Ça va souvent affecter ta productivité au travail, mais ça peut aussi être des difficultés par rapport à ta confiance en soi, avoir des doutes en fait sur si tu es... avoir vraiment des doutes si tu... Comment vous expliquer ça J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, c'est les joies du direct et ça arrive. Quand en fait on a des difficultés à se concentrer et à prendre des décisions, ça peut aller de la chose hyper simple à se décider, ben, si on a envie de manger un sandwich ou si on a envie de manger une omelette, et ben ça peut aller, ça aussi le burn-out, et c'est reconnaître qu'on peut avoir des difficultés dans des choses qui sont courantes et qui peuvent être vraiment toutes petites. Voilà. Le quatrième, c'est le sentiment de détachement et d'isolement. On a envie de se retrouver seul, on est un petit peu déconnecté, souvent de sa famille, de ses amis, de son environnement professionnel, et on n'a plus envie de se reconnecter. Par exemple, moi, pendant ma période de burn-out, en fait, je n'avais envie de voir personne, et je pouvais passer des heures et des heures et des heures dans ma chambre toute seule alors que j'avais 3 enfants et qu'elles venaient me voir et me demander des câlins, ben, j'étais plus capable de leur donner. Donc c'est aussi ça, ce sentiment de détachement. Et le 5, c'est les manifestations physiques. Donc il y en a qui ressentent des maux de tête, des troubles du sommeil, des troubles digestifs. Moi, ça a été en fait les crises d'angoisse. J'en faisais 5 à 6 par jour et ça pouvait intervenir n'importe comment pour n'importe quelle solution. Par rapport à ça, j'aimerais bien que vous me dites, vous aussi, au niveau des sondages, quelles sont en fait les problématiques, qu'est-ce que vous avez eu en fait, que vous vous êtes rendu compte quand vous avez eu en fait votre burn-out, quels ont été en fait vos symptômes. C'est aussi intéressant pour nous de savoir un petit peu comment vous avez pu identifier en fait que vous étiez aussi dans ce point de vue-là. Une fois qu'on l'a reconnu, ce qui est important en fait, c'est d'accepter qu'on est en burn-out. Ça, je crois que c'est la plus grosse difficulté qu'on a. La première, c'est de reconnaître ses émotions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas mettre la casserole dessus, parce que sinon ça déborde et puis ça peut intervenir soit des accès de colère, des accès de peur, des accès d'angoisse. Donc ça, c'est quand même important de ne pas les enfouir, d'accord? On ne parle pas non plus de gérer ses émotions, mais de les accepter en fait pour pouvoir rebondir par rapport à ça. Ça, c'est très très important. Le deuxième, c'est être bienveillant avec soi-même. C'est surtout en fait de ne pas culpabiliser, qu'en fait, que tout ce qui se passe, c'est un peu normal, d'accord? Si, comme moi, vous aviez cette cape un petit peu de super-héros de tout vouloir gérer, et que ça peut être au niveau pro ou au niveau perso, et ben en fait, bah, c'est juste se dire, ok, bah voilà, j'ai trop fait. Le burn-out, c'est prendre feu, d'accord? Et c'est ça en fait, c'est qu'on fait tellement qu'en fait, on peut prendre feu. J'ai lu une étude dernièrement qui disait que très souvent, en fait, les gens qui étaient en burn-out, c'est pas qu'ils faisaient pas assez, mais qu'ils faisaient beaucoup trop et qui étaient vraiment tellement perfectionnistes, en fait, qu'ils se mettaient toujours une montagne de travail sur eux. Bah, c'est aussi ça, en fait, le burn-out. Le troisième, c'est faire preuve d'autocompassion. Ça, je trouve que c'est aussi très intéressant, c'est de se dire que de se parler à soi comme si vous étiez, comme vous étiez votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleur ami si vous aviez un burn-out? Perso, je l'écouterais, je l'encouragerais. Alors, on ne parle pas de tous ceux qui vous ont dit: «Tu devrais retourner au travail».
Mais non, c'est pas grave, tu es juste un peu fatigué, tu fais une grosse nuit de sommeil, tu y retournes. Non, non, pas ceux-là. Ceux vraiment, en fait, où vous diriez à votre meilleur ami: «OK, bah, prends soin de toi, reconstruis-toi, de quoi tu as besoin?» C'est ça aussi, faire preuve d'autocompassion. Le 4, c'est demander de l'aide. Donc là, ça peut être, autant, des professionnels de santé, des thérapeutes, des gens par rapport aussi, par rapport à votre travail qui vont, vous aider pour voir est-ce que c'est toujours ce travail-là qui vous intéresse ou pas? Heu et surtout, j'ai vraiment envie de le dire parce que moi j'étais dans cette difficulté à l'époque, c'est que j'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait me comprendre quand j'étais en burn-out. Donc allez voir des gens, soit qui l'ont vécu, soit qui peuvent comprendre exactement ce que vous dites ou qui sont entourés de professionnels assez, hem, qui sont assez renseignés pour pouvoir en fait, pour pouvoir vous accompagner. Ça, c'est vraiment très, très important. Et le cinquième, c'est se reposer. Alors je dirais au début, c'est matin, midi, soir, hein, c'est comme une prescription du médecin et après vous pouvez espacer. Mais plus vous allez vous reposer et même après en fait, même plusieurs années après en fait, se reposer reste toujours en fait une primeur et c'est toujours très, très important. Donc voilà, donc ça, c'était la première clé pour la reconnaissance et l'acceptation du burn-out. J'espère que j'ai répondu à la question de Guillaume qui parlait en fait des signes avant-coureurs. Si jamais Guillaume, vous avez besoin que je rentre un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me reparler, à me reposer une question dans le chat pour que je sois un peu plus claire. Voilà, donc ça, c'était la première clé. Pour la deuxième, ça va être se reconnecter à soi. Donc, comme vous avez compris, moi je suis coach connectrice et mon credo c'est la connexion, la connexion, la connexion, mais à soi, d'accord? Parce que plus vous allez vous connecter à soi, plus vous allez pouvoir en fait retourner vers les autres. Quand en fait on a un burn-out et qu'on se sent déconnecté, très souvent, en fait, on n'est plus capable de gérer ses émotions, on n'est plus capable de se centrer, de vraiment de s'écouter soi et de savoir de quoi on a besoin. Donc, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre dans le quotidien. J'aimerais bien, il va y avoir un nouveau sondage, pardon, excusez-moi. Il va y avoir un nouveau sondage. J'aimerais bien savoir, pour ceux qui ont déjà eu un burn-out, comment vous avez fait en fait pour pouvoir vous en sortir. Quelles clés vous avez mis en place? Et je vais aussi demander à Karine de nous échanger, d'échanger avec nous. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place, en fait, par rapport à ton burn-out? Moi, ce que j'ai mis en place, tout d'abord, beaucoup me reposer. Je me suis écoutée. Je n'ai pas fait de choses que je n'avais pas envie de faire, surtout pas. Donc, bien s'écouter. Et ensuite, beaucoup de méditation et de sophrologie. La sophrologie m'a beaucoup aidée. Mais le Super. plus important, c'est de s'écouter et de ne pas se forcer à faire les choses. Bon, c'est ça, super. Si vous avez des choses que vous voulez noter en chat aussi, je vous invite vraiment à noter sans problème. Moi, personnellement, ça a été la respiration. En fait, j'avais oublié de respirer. Et du coup, je me suis vraiment reconnectée à ma respiration et vraiment quelque chose qui était vraiment intrinsèque dans mon corps. J'ai aussi beaucoup médité au début. J'ai testé le yoga. Je pense que j'ai testé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a après ce que vous pouvez essayer aussi, bah, voilà, en fonction des gens, ça va être la relaxation, ça va être l'écriture intuitive ou pas d'ailleurs. Vous pouvez aussi vous trouver des carnets, où vous pouvez noter vos gratitudes, vos 3 kiffs par jour, hem il y a eu moi, je me suis aussi beaucoup, beaucoup promenée. J'ai eu vraiment besoin, en fait, de retrouver, en fait, un lien de connexion avec la nature. Voilà, il y a des gens qui font de l'auto-soin aussi, donc ça va être, ben, des massages, ce genre de choses. Voilà, donc c'est vraiment, une des clés importantes, pardon, c'est se reconnecter à soi avec les tout ce que vous pouvez, en fait, mettre en place pour vous, pour prendre soin de vous. D'accord? Souvent dans le burn-out, ce qu'on oublie, c'est c'est souvent on est tellement gentil, on veut tellement faire pour les choses qu'on oublie de faire des choses pour soi. Et et je pense que je vais revenir plusieurs fois pendant la conférence dessus. Si vous oubliez de faire des choses pour vous, vous pouvez pas les faire pour les autres. Parce qu'à un moment donné, bah, comme je vous disais tout à l'heure, vous vous brûlez les ailes. Voilà, donc ça c'était la clé numéro 2, se reconnecter à soi. Maintenant pour la clé numéro 3, ça va être identifier ses forces et ses valeurs.
Je sais pas vous, mais moi au début, quand j'ai commencé à entrer au burn-out, mon objectif de la journée, c'était prendre ma douche, emmener mes enfants à l'école, chercher mes enfants à l'école et leur mettre un truc mangeable sur la table. J'ai pas de honte à le dire. J'étais vraiment une mère à 3 francs 6 sous. Ils avaient le droit à un morceau de jambon et une boîte de maïs, quoi. J'arrivais pas à faire autre chose. Et ben mon objectif d'après, ça a été juste de me dire, bah ok, je leur prépare une omelette et des pâtes avec. Ok, c'était pas ouf, ils mangeaient à peu près équilibré, mais ils mangeaient pas des repas de dingue. Et c'est ça qui est important pour moi de vous dire qu'en fait, se donner de petits objectifs, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple concret. Alors bon, c'est pas du tout la saison, on est d'accord, mais c'est pas grave. Imaginez-vous, fin du printemps, au mois de mai, et vous avez un merveilleux cerisier chez vous, d'accord? Et il y a des cerises. Sérieux, vous prenez pas un trampoline pour monter en haut? Non, vous prenez une échelle et vous montez step by step, une marche après l'autre. Votre pied glisse, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez stabilité et vous remontez. Et vraiment prendre le temps, d'accord? Et vraiment, en fait, de se dire, ok, je prends le temps de faire les choses. Il y a un autre exemple que j'aime utiliser beaucoup, c'est imaginons que vous voulez aller à l'Everest. C'est votre objectif. Mais jamais vous allez monter à 8000 mètres en une fois. Il y a des paliers. Même les pros, ils font des paliers. Ils prennent le temps. D'accord? C'est vraiment hyper important de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? D'accord? Pour ça, je crois qu'en fait, j'ai fait une boulette et j'ai inversé ma clé numéro 3 et ma clé numéro 4. Vous voyez, j'ai voulu aller tellement vite. Donc, je vous la montre quand même, hein, parce qu'en fait, je me suis un peu emballée. Je suis désolée, ça m'arrive aussi. Voilà, donc c'était ça en fait dont je voulais vous parler. Donc, c'était se fixer des objectifs réalistes, voilà, de définir ses priorités, de planifier étape par étape. Et le troisième qui est super important, c'est de célébrer chaque réussite. D'accord? À partir du moment où je me suis dit que j'arrivais à faire un petit peu plus, et ben, je me célébrais. Alors, vous allez me dire, c'est quoi une célébration? Et ben, en fait, c'est un truc super simple. Et ben moi, au début, juste, je mettais une musique que j'adorais et je dansais chez moi. Ça durait 30 secondes et c'était vraiment hyper important parce qu'en fait, mon cerveau, il a arrêté de croire que je faisais des trucs pourris. Et en fait, en se célébrant au fur et à mesure, et ben en fait, on se rend compte qu'on fait plein de belles choses. Par exemple, à la fin de ce webinaire, et ben en fait, je vais célébrer. Je vais me dire super, bah voilà, t'as réussi à faire ce que tu voulais. Ok, j'aurais fait des boulettes, je me suis trompée de slide, et c'est ok. Mais au moins, je vous aurais transmis le message que j'avais envie au début, de vous dire en fait que vous n'êtes pas, vous n'avez pas à rester bloqué dans votre vie actuelle. D'accord? Et se célébrer, c'est hyper important. Mais ça peut être cette célébration-là, mais ça peut être aussi, bah voilà, bah aujourd'hui, je me suis pas pris la tête avec ma famille. Et ça, c'est possible aussi. D'accord? Vraiment, c'est hyper important de se mettre des objectifs réalistes. Mon coach, il me disait tout le temps, on présume de ce qu'on peut faire en un an, mais on se sent incapable de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en 10 ans. Vous allez me dire, ah, super, elle est géniale ta phrase, Céline, mais on ne comprend rien de ce que tu dis. Il disait, souvent, donc lui, il disait, imagine, je veux devenir danseur de flamenco. En un an, je ne vais pas y arriver, d'accord? Par contre, en 10 ans, si je choisis de partir en Argentine, de trouver un prof compétent, d'y aller tous les jours, de vraiment comprendre qu'est-ce que c'est l'essence, pas du flamenco, n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Mais vraiment de prendre l'essence en fait de la danse, de se dire en fait vraiment qu'est-ce que vous voulez. Et ben en fait en 10 ans autant il pourrait être champion du monde mondial de danse. D'accord? Et c'est ça qui est très très important, c'est de se dire qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, mais pas un truc avec un délai super court. Vraiment prendre le temps de se dire ok, concrètement, imaginons vous sortez d'un burn-out, dans un an, où est-ce que je veux être? Si vous dites, je veux changer de boulot, je veux avoir une relation harmonieuse dans ma vie, je veux monter une entreprise, je veux faire plein de trucs, c'est peut-être pas possible. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire de manière raisonnable et réaliste en un an? D'accord?
Donc je vais revenir sur le point 3 qui est identifier ses forces et ses valeurs. Et là, en fait, ça va être prenez la force pas comme vous êtes Popeye, mais plutôt comme si c'était quelque chose qui vous nourrissait de l'intérieur et qui vous donnait de l'énergie. D'accord? Identifier ses forces, en fait, c'est apprendre à reconnaître ses talents. J'ai vu dans le chat qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de la perte de confiance en soi et de ses compétences. Et bien, c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez pouvoir le valider, c'est-à-dire réfléchir à qu'est-ce que vous avez fait de bien et de chouette dans votre vie. Comment est-ce qu'on fait ça? La première, ça va être une analyse rétrospective. C'est-à-dire noter toutes les réussites passées, tous les moments en fait qui vous ont apporté de la joie et du bonheur. Ça va être des moments où vous avez été fier de vous, où vous vous êtes senti bien, des moments de joie. Souvent, les émotions, en fait, elles sont très, très fortes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai fait de l'acrobranche. Oui, j'ai eu plein de vies dans ma vie, donc j'ai fait aussi de l'acrobranche. Et j'étais accompagnatrice. Et qu'est-ce que j'aimais à ce moment-là, en fait? J'aimais l'accompagnement, j'aimais que ça soit dans la nature, j'aimais vraiment ce côté en direct avec les gens, de pouvoir échanger, de pouvoir voir la joie sur le visage. Qu'est-ce que ça m'a pris? Eh bien, l'auto-observation, de comprendre quelles valeurs étaient importantes pour moi. Donc mes valeurs, c'était l'accompagnement, ce qui découle aujourd'hui de mon travail actuel. C'était la bienveillance, parce qu'il y avait vraiment du temps que je prenais avec eux. On était vraiment dans l'empathie, dans l'écoute, dans la joie. Et la nature. Moi, j'aime tout ce qui est accès à la nature. Donc, je me suis rendu compte, en fait, que plus j'étais proche de la nature, plus j'étais heureuse. Donc, ça permet aussi d'identifier ces valeurs, de voir, en fait, qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me motive le matin? D'accord? Quelles valeurs vous avez envie de mettre en place? Par exemple, quand moi j'ai préparé ce webinaire et qu'on l'a fait en binôme avec Karine, on s'est dit, qu'est-ce qu'on avait vraiment, vraiment, vraiment envie de vous transmettre? Mais c'est que c'est possible après. Et tout ça, c'est parce qu'on a une valeur très, très importante qui est le partage. Et que nous, on adore partager pour pouvoir aider les gens à aller mieux dans leur vie. OK? Et le dernier, ça va être le questionnement. Une fois que vous êtes posé vraiment les questions de à quel moment c'était bien, qu'est-ce que ça m'a procuré, et après, vous allez pouvoir vous dire quels sont les principes fondamentaux dans ma vie sur lesquels j'ai plus envie de tergiverser. Qu'est-ce qui me fait vibrer quand je me lève le matin? Qu'est-ce qui me donne du sens? Je vous invite vraiment à, si vous pouvez regarder le replay, je vous invite à regarder à la 23e minute, notez-le et reposez-vous ces questions. Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que ça va être des outils extrêmement précieux. Parce que quand vous allez douter de vous, vous allez vous dire, ok, quelle valeur j'ai pas mis en place aujourd'hui? Quelle force j'ai pas réussi à mettre en avant pour m'accompagner? Voilà, c'est ça en fait. À quoi ça sert d'identifier ses forces et ses valeurs? Je crois que Karine a mis un nouveau sondage en ligne, donc je vous laisse y répondre. Donc voilà. Donc là, on a fait un peu dans le désordre, mais c'est bien aussi un petit peu de spontanéité dans ces conférences. Donc on a mis les 4 premières clés en place et maintenant j'aimerais intervenir sur la clé numéro 5. Alors ça, c'est ma clé préférée. Si jamais je parle trop, surtout arrêtez-moi. C'est comment déjouer les saboteurs qui vous font douter de vous et avoir peur. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que ça a été la chose la plus impactante dans ma vie à partir du moment où j'ai commencé ce merveilleux parcours qui est le développement personnel. C'est qu'est-ce que les saboteurs? Parce qu'à partir du moment où j'ai su ce que c'était et qui c'était, ça m'a permis en fait d'être beaucoup plus sereine et d'être beaucoup plus résiliente. Et de me dire qu'en fait, c'était pas que de ma faute si j'étais arrivée dans ce burn-out-là. Qu'il y avait des choses avant-coureurs, avant que j'aurais dû savoir. Et là, j'espère que ça va pouvoir vous aider à identifier quelques pousses au crime aussi, j'aime bien dire, parce que vraiment, ils sont pas là pour être super sympas avec vous. Comment se manifestent ces saboteurs? Ça va être des autocritiques. Par exemple, monsieur ou madame parfait, j'aime bien mettre des petits noms comme ça sur les saboteurs. Lui, il va vous empêcher de... il va pas vous empêcher. En fait, il va vouloir faire que ça soit tout le temps parfait. Par exemple, à l'approche des fêtes, ça va être
Ok, est-ce que tu as bien pensé à faire tous les cadeaux pour telle personne? Est-ce que tu as pensé à faire le menu parfait pour que tout le monde puisse manger? Tu sais, le végétarien à table, tu sais, celui qui adore la viande. Et puis, oh, attends, il y a un intolérant au lactose. Tu as fait le menu parfait pour tout le monde. Et puis après, tu as fait une table parfaitement bien. C'est celui-là. D'où est-ce qu'il vient? Eh bien, celui-là, en fait, il vient tout simplement de tes parents, de tes éducateurs, de l'école. Tu sais, celui qui te disait quand tu rentrais avec un 15 de moyenne, quoi? Tu savais ta leçon parfaitement bien. Mais t'aurais pu avoir un 17. Avec le temps qu'on a bossé dessus. Je suis sûre que ça parle à des gens. Dites-moi, sérieux, moi je l'ai eu quand j'étais petite, celui-là. J'ai détesté. Je l'ai détesté. Et mon père qui me disait, mais t'as vu le temps qu'on a mis à apprendre cette leçon. Bon. Un deuxième aussi. Alors celui-là, c'était le préféré de ma mère. Et malheureusement, je l'ai beaucoup mis en place avec mes enfants. Maintenant, j'essaye de plus le mettre en place. C'est Madame Pressé. Moi, je lui ai donné un petit nom, je l'appelais Tic Tac, ressemble à un réveil. Et elle, c'est, t'as vu l'heure? Il est 7h59. Dans 2 minutes, on doit être dans la voiture. Oui, mais maman, j'ai pas mes chaussures. Dépêche-toi, vite! Puis c'est celui-là, vous savez, qui vous fait monter la pression. Ou alors quand vous êtes au boulot. Oh, attends, il me reste 10 minutes. J'ai pas fait ce dossier-là. Vite, je dois vite le faire avant de partir parce que dans 15 minutes, je dois me barrer parce que je dois aller chercher les enfants à l'école. Celui-là, alors là, en entreprise, il est génial. Vous savez, c'est le manager qui demande à ses employés de faire un compte-rendu pour hier. Ça, c'est aussi le stéréotype du pressé. Il faut toujours le faire plus rapidement. Voilà, donc là, vous avez en fait déjà les 2 premiers gros saboteurs. Vous avez aussi Monsieur Courageux. Monsieur Courageux, ça va être quelqu'un qui va comment je peux vous parler de Monsieur Courageux? Il va se mettre en avant alors qu'il n'a pas forcément envie. D'accord? Dans le côté pro, on va avoir quelqu'un qui va parler alors qu'en fait, il flippe et il a peur parce qu'en fait, il bégayait parce qu'il ne sait pas parler. Moi, je l'avais avant. Mais c'était plus... moi, je faisais un peu la comique. J'adorais faire la comique, en fait. Ça me permettait de me mettre en valeur, alors qu'en fait, bah, j'étais pas du tout comme ça dans la vraie vie. Madame ou Monsieur Costaud, ça va être quelqu'un qui va... Ça, souvent, alors je suis désolée, messieurs, j'espère que je ne vexerai personne, en tout cas. Il y en a aussi, hein, je ne démérite pas, mais c'est souvent le lot de la femme qui a une énorme charge mentale. D'accord? Alors, voilà. Vous pouvez aussi l'avoir, il n'y a aucun problème, il y en a souvent qui l'ont, mais ça va être OK. Alors, vous faites la liste en permanence de tout ce que vous avez à faire. Étendre le linge. Attends, j'ai oublié faut que j'aille chez le médecin parce qu'il faut que je donne une ordonnance pour tel truc, parce que ma fille, elle doit aller là à tel endroit. J'ai pas payé l'eau. Mais c'est pas possible. Attends, je me le note parce que sinon je vais oublier. Attends, le dossier pour Madame X, il faut que je le rende hier. Donc en fait, c'est l'accumulation de charges. D'accord? Ça, tout le monde peut l'avoir, l'accumulation de charges, mais c'est vraiment se dire, OK, quand il y en a plus. Et le dernier, il est pas mal aussi, c'est un monsieur gentil. Alors le monsieur gentil, c'est quelqu'un qui dit oui à tout le monde, sauf à soi. Tu sais, celui qui va dire oui, ok, c'est bon, je fais ce dossier-là. Souvent, en fait, il est avec Monsieur Costaud, parce qu'en fait, t'as tellement de travail que tu devrais pas dire oui. Et qu'au final, bah, en fait, tu dis quand même oui parce que tu veux faire plaisir. Tu sais, c'est celui qui est arrivé quand t'es petite qui dit dis bonjour à la dame. Oui, mais elle pique. Tais-toi. Dis bonjour à la dame. Tu lui fais un bisou. Oui, mais elle sent pas bon, la vieille dame. Oui, mais tais-toi. Tu es poli, tu es gentil et tu te tais. Celui-là, il vient souvent aussi. Vous savez, c'est avec les vieilles éducations. Toi, t'avais quelques de ces saboteurs un petit peu, Karine, qui étaient là chez toi, qui t'ont emmené au Bon, burn-out? tous, hein, c'est tous ces saboteurs hein, qui amènent au burn-out. Mm. Et puis, par rapport à l'éducation que l'on a, ces saboteurs ne partent jamais, hein, de toute façon. Alors, ils peuvent se modifier. C'est-à-dire, en fait, que quand tu arrives à faire de la résilience, tu es capable de le modifier. Et je vais vous montrer comment faire maintenant, d'ailleurs.
Si vous avez de quoi noter et de quoi prendre quelques notes, je vous invite, c'est le moment. Sinon, pareil, à 30 minutes du live, vous pouvez aussi le refaire. Donc en fait, si vous voulez, ces saboteurs, c'est comme des croyances autodestructrices. Ce que les coachs aussi appellent les pensées limitantes, qui vous empêchent en fait de prendre soin de vous. Pour faire cet exercice, je vous invite à ne pas le faire maintenant, d'accord? Mais à prendre un temps un peu plus tard. Ça vous prendra entre une dizaine et une quinzaine de minutes. Et vraiment, de vous mettre dans un endroit chouette, là où vous vous sentez bien, à l'aise. Ça peut être soit dans votre bureau, soit sur le canapé, devant la cheminée, ou alors aller vous promener en forêt. Je vous invite vraiment de prendre un moment où vous pouvez vous connecter à vous et de vraiment respirer avant. Parce que plus vous allez respirer, plus vous allez vous reconnecter à votre corps. D'accord? Et je vais vous inviter à faire une espèce de rétrospective, soit sur les 24 heures que vous venez de passer, soit sur une semaine, et c'est encore mieux, à vous dire quelles pensées négatives sont venues m'embêter. Vous avez le droit de repenser à quels saboteurs sont venus. Ok, ce matin, j'ai dit ça à mes enfants. Ok, je n'ai pas réussi à dire non à telle personne, etc. Et vraiment, en fait, à prendre le temps. Comme je vous disais tout à l'heure, soyez vraiment bienveillant avec vous-même, d'accord? On n'est pas là dans l'autocritique. Je ne vous demande pas de faire 100 phrases, d'accord? Mais faites-en une dizaine, une quinzaine. Et vraiment vous dire, ok, voilà, ben, j'ai pas été digne de bonheur, je suis pas digne de bonheur en ce moment, j'ai pas le droit d'être heureuse pendant les fêtes, je suis pas assez parfait, euh, euh, de toute façon, au travail, je suis nulle parce que j'y arrive pas. Vraiment, avec bienveillance et compassion, d'accord? On n'oublie pas, on se parle comme à son meilleur ami, comme tout à l'heure. Et de le noter sur une feuille. Et après de les observer. Ok, d'où est-ce que ça vient vraiment? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis vraiment pas parfait? Est-ce que je suis vraiment si nulle que ça? Est-ce que je suis vraiment, mais pas gentil? Si la réponse elle est oui, je vous invite à reposer la question. Ok, est-ce que vraiment c'est moi? Est-ce que, est-ce qu'en fait c'est pas, on me l'a pas inculqué quand j'étais petit, ce truc-là? De vraiment observer en fait. Et vous dire que c'est juste un schéma de pensée négative et limitante et de se dire que, bah voilà, en fait, c'est l'environnement. C'est l'environnement vraiment un grand E. Je vous rappelle, c'est mis en place en fait par les parents, c'est mis en place par l'école, par les éducateurs que vous avez eus dans le quotidien. Et je vous invite maintenant à vous challenger et à vous dire, c'est quoi le contraire de cette pensée limitante? Ok, c'est vrai, je suis pas parfait, mais je suis parfaitement imparfaite. J'adore me dire ça. Quand je vois un truc, je me dis, de toute façon, je suis parfaitement imparfaite. L'objectif, en fait, c'est pas de faire des erreurs, c'est de faire des apprentissages. Et vraiment de vous dire, ok, malgré toutes ces imperfections qui font de vous la personne géniale que vous êtes, parce que soyons clairs, vous êtes tous, mais vraiment géniaux. C'est juste que vous avez peut-être oublié que vous l'êtes. De se dire, ok, par exemple, de je ne suis pas parfait, vous pouvez mettre en face, je suis satisfait de qui je suis. Je mérite d'être heureux ou heureuse. J'ai le droit de prendre soin de moi. Je sais pas vous, mais moi, quand je le dis, je sens dans mon ventre, ça bouge, d'accord? Et vraiment, en fait, c'est ça, c'est s'autoriser à se dire des affirmations positives. Une fois que vous avez mis en face de chaque phrase ces affirmations positives, je vous invite à en prendre une ou deux. Et je vous mets au défi pendant les 7 prochains jours de vous les dire de manière quotidienne. Et de vraiment prendre le temps de se dire, ok, ça vient pas de moi et comment je peux le mettre en place. Et plus vous allez les répéter, à chaque fois que vous allez avoir ces petites voix qui vont venir, plus en fait ça va éloigner le saboteur. Alors ça peut commencer, d'accord? C'est un gros travail qui peut jouer, mais voilà. Donc ça c'est vraiment hyper important, c'est de se dire, ok, quels sont les saboteurs qui interviennent dans ma vie et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire en fait. Voilà.
Donc là, c'était les 5 clés en fait qu'on a développées par rapport à cette résilience qu'on peut mettre en place après un burn-out. Donc ça va être reconnaître et accepter son burn-out, le premier qui est très, très important. Se reconnecter à soi, identifier ses forces et ses objectifs, fixer des objectifs réalistes et le dernier, défier et déjouer ses saboteurs. Comme je vous avais dit, on adore partager et on est hyper généreux, eh ben on vous a rajouté une petite clé bonus. Et c'est pas moi qui vais en parler. C'est Karine qui va prendre le relais sur cette clé bonus. Je t'en prie, vas-y. Oui, alors, clé bonus, on va parler du bilan de compétences et le fait de se faire accompagner après, pendant et après un burn-out. Alors, c'est très intéressant hein, dans les sondages, ce qui a été exprimé, notamment dans la principale... les démarches qui ont été faites, entreprises, pour se reconstruire. Eh bien, on parle de 32% ont fait une thérapie, 21% ont changé de travail ou de carrière, 25% parlent de la pratique de bien-être, donc méditation, yoga, et 18% soutien de la famille et des autres. Et 4% faire un bilan de compétences. Ce qui est assez étonnant parce que finalement, on parle quand même de changement de travail et de carrière, donc ça veut bien dire que l'envie est là, mais seulement 4% font un bilan de compétences. Il y a encore 10 ans en arrière, qui était habilité à faire les bilans de compétences? Eh bien, c'était les psychologues du travail. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien puisque ils avaient bien compris que faire un bilan de compétences, ceux qui étaient en tout cas, les problèmes que l'on rencontrait dans le milieu du travail, notamment le mal-être, le burn-out, devaient, dans la majorité des cas, passer par un bilan de compétences. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le bilan de compétences, on va étudier les valeurs, tu en as parlé. On va aussi parler des motivations. Qu'est-ce qui motive? Et ça, c'est important à reconnaître lors d'un burn-out. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce burn-out? Qu'est-ce qui m'a démotivé? Et puis après, savoir qu'est-ce qui va me remotiver à retourner dans la vie active et surtout ne pas refaire les mêmes erreurs et ne pas retourner dans les mêmes conditions, puisque c'est bien beau de se reposer pendant un burn-out, mais on ne peut pas se reposer indéfiniment, il va bien falloir retourner travailler, mais travailler dans les mêmes conditions, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire rechute. Hein, il y a une citation à ce sujet, hein, refaire les mêmes choses amène au même résultat. Donc, c'est pas pour rien. D'où l'importance du bilan de compétences et notamment bilan de compétences, mais avec des personnes qui savent, qui connaissent le burn-out. Parce que vous pouvez faire des bilans de compétences, être accompagné par plein de consultants, mais des consultants qui ne connaissent pas la problématique du burn-out, déjà n'auront pas la même approche avec vous, qui avez besoin d'être compris et de bienveillance. Donc ça aussi, se faire accompagner par quelqu'un qui connaît le sujet. Et puis, et dans les compétences, ça aide à retrouver confiance en soi puisqu'on va travailler sur les compétences. Parce qu'effectivement, lors d'un burn-out, souvent, on se trouve nul, on culpabilise d'être en burn-out, on est stressé, anxieux. Tout ça, le fait de faire un bilan de compétences et de travailler sur ces compétences, ça permet de retrouver confiance en soi parce que finalement, on n'est pas conscient de tout ce dont on sait faire, de tout ce dont on est compétent. Et ça, on le travaille. Et puis, dans les bilans de compétences, souvent, on travaille la gestion du stress et l'anxiété. Ça, c'est inévitable, c'est impératif, la gestion du stress et de l'anxiété.
Et on travaille aussi sur l'équilibre vie professionnelle et personnelle. Et tout ça, ça permet de retrouver un sens et un épanouissement dans son travail, puisque dans un bilan de compétences, on va rechercher en fait le travail qui nous correspond. Alors, je vais vous donner un petit exemple d'un cas concret que j'ai eu très récemment. C'est une personne qui était en burn-out, en arrêt maladie. Et du coup, de grosses remises en question. Je suis vraiment si nulle que ça, je suis incompétente. Qu'est-ce que je fais? Je retourne travailler, je retourne pas travailler, je prolonge ma maladie. Voilà, donc elle a pris l'initiative pendant son burn-out de faire un bilan de compétences. Et déjà, tout au long du bilan de compétences, ça lui a permis de retrouver confiance en elle. Et lors de la prise de conscience des compétences, elle a remarqué qu'en fait, elle était très compétente, même plus que compétente, et qu'en aucun cas, c'était le métier qui ne lui correspondait plus, mais que c'était les valeurs de l'entreprise, parce que les valeurs de l'entreprise ne correspondaient plus à ses valeurs. Donc, finalement, pas besoin de changer de métier, mais c'était surtout changer d'entreprise. Donc, on a travaillé sur son CV, ses compétences sur son CV. On a remis à jour son profil LinkedIn. Et finalement, dès son retour, elle a pu négocier un licenciement à l'amiable parce que en très peu de temps, elle a été contactée par d'autres employeurs pour un poste similaire à ce qu'elle avait, mais dans de meilleures conditions. Donc là, autant dire qu'au niveau de la valorisation d'elle-même pour cette personne, la prise de conscience qu'elle était capable et que, effectivement, souvent, c'est quand même les conditions de travail mélangées aussi à la vie, comme en tant que maman, par exemple, comme toi, Céline, s'occuper des enfants et vouloir être parfaite, on se fatigue, on se fatigue. Donc, c'est un ensemble de choses. Donc, d'où l'importance de faire un bilan de compétences. Pour moi, c'est impératif quand on est en burn-out, parce que burn-out, c'est un épuisement professionnel. Donc, il faut travailler sur la sphère professionnelle avant tout. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la clé bonus pour le bilan de compétences. Super, et moi je rajouterais quand même que outre le bilan de compétences, c'est aussi important, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, de se faire accompagner par quelqu'un qui vous amènera, en fait, à éclaircir aussi certaines zones d'ombre dans votre vie. Parce que, effectivement, il y a le burn-out professionnel, mais souvent, c'est en lien avec un burn-out personnel et qui peuvent intervenir sur d'autres choses. Voilà. Merci, Karine. Alors, je vais juste répondre à une question commenter le commentaire de Sébastien qui dit dans mon cas, en tout cas, je n'avais pas les moyens de me faire payer un bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, à l'heure actuelle, quasiment peu de monde se paye un bilan de compétences puisque c'est pris en charge ou par le CPF ou par un employeur. Donc, il y a des moyens de financer les bilans de compétences. Heureusement. Oui, heureusement, oui. On passe au slide suivant? Oui. Alors, eh bien, pour avoir participé à ce webinaire, on a le plaisir de vous offrir deux cadeaux. Le premier, c'est un e-book pour surmonter le burn-out et reconstruire votre équilibre. Et puis un autre sur comment se reconnecter à soi après un burn-out. Vous pourrez les télécharger lorsque vous aurez accès au support lors du replay. Vous pourrez télécharger le support et accéder au téléchargement des e-books. On va passer aux questions et réponses. Ou as-tu quelque chose à apporter pour finaliser? En moi, c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir aller regarder un petit peu les questions et si les gens ils en ont d'autres, c'est avec plaisir. Donc, je remonte un petit peu dans le chat. Donc, j'espère que j'ai répondu à Guillaume. Si jamais il a besoin de plus
S'il a besoin de plus de précision, qu'il n'hésite pas. Après, pour Leïla, elle disait, est-ce qu'on peut réellement guérir d'un burn-out ou d'une dépression? Alors, sachons déjà que je ne suis ni psy, ni médecin, ni thérapeute de la santé. D'accord? C'est vraiment important que je vous le dise. Pour moi, il n'y a pas forcément de guérison, mais il y a une évolution. D'accord? Je pense que si vous avez une belle prise en charge, si vous savez de quoi vous avez besoin en fait au quotidien, c'est possible de se révéler et de vivre d'une manière différente. J'avais vu une étude qui disait qu'une personne sur quatre en fait retombait dans un burn-out dans l'année, et c'est très souvent en fait parce qu'elle n'a pas pris soin de soi et aussi parce qu'elle n'a pas mis en place des routines ou des choses en fait qui font que elle n'y arrive pas. Par exemple, moi, ma routine du matin, une fois que j'ai déposé mes enfants à l'école, je vais faire une méditation, je vais essayer soit d'aller marcher, soit de faire un petit peu de sport, et après, en fait, je vais prendre le temps de travailler. Ok, je suis à mon compte, j'ai le temps. Cependant, il y a des gens qui le font d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils vont courir le soir après le travail, ils vont pendant leur pause entre midi et deux, pardon, prendre le temps en fait de faire une méditation, de faire la respiration consciente. Ça prend 3 minutes. Il y a une appli à télécharger, on respire, on expire, on inspire, c'est carrément possible. D'accord? Donc, c'est mettre des toutes petites choses. Vous vous souvenez les échelles, les barreaux de l'échelle, des toutes petites choses pour en fait ne pas oublier. Et moi, je l'ai fait à un moment donné. Je me suis dit, ah, c'est bon, ça y est, j'ai gagné, je l'ai vaincu, super. Et ben en fait, j'avais arrêté tout. Et puis à un moment donné, je me disais, ah, c'est bizarre, je suis à nouveau à fleur de peau, je suis à nouveau hyper fatiguée. Ben, je me suis rendu compte en fait que j'avais zappé, que j'avais oublié euh, pas ces routines, mais en fait ces expériences de vie, parce que moi j'appelle ça plutôt des expériences de vie, parce que routine, ça fait un peu un truc, ok, bah voilà, je dois faire ça à telle heure, mais vraiment des expériences de vie qui font qu'en fait vous prenez soin de vous. Et c'est ça en fait qui est important pour pouvoir en fait se guérir d'un burn-out, c'est penser en fait à prendre soin de soi. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Laïla. J'avais Vas-y. quelqu'un, Christia, qui me demandait par rapport à votre exemple, celle qui a changé de travail, a-t-elle rechuté? Alors, à l'heure actuelle, non. Puisque, comme je disais, si on fait le nécessaire, on change ce qui n'allait pas, il y a peu de chances que l'on rechute. Même si effectivement, lorsqu'on a fait une dépression ou un burn-out, on reste fragile. Parce que, ben, comme on l'a dit, ça marque, hein, c'est quelque chose qui marque, qui est assez traumatisant. Et on garde une plaie de tout ça. Il y a une plaie et effectivement, il faut être prudent. Et bien, lors d'un bilan de compétences, on met justement en place des routines, des astuces pour ne pas avoir à rechuter et apprendre à s'écouter. Pourquoi on rechute? Bah parce qu'on ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas et on fait ce que les autres attendent de nous et non pas ce que nous, on veut réellement faire. À l'heure actuelle, d'après mes derniers contacts, bah, cette personne s'épanouit dans son nouveau travail. Euh, voilà, donc tout se passe bien. C'est super. J'avais une autre question de Christine. Comment reconnaître un conseiller en bilan de compétences compétent pour aider en burn-out? Ah ah. Alors, bah, déjà, lui demander s'il a de l'expérience d'un burn-out. Est-ce qu'il a déjà vécu un burn-out? Est-ce qu'il s'est renseigné sur le sujet du burn-out? Déjà, ça, c'est primordial. S'il ne connaît pas le sujet, bah, moi, je préfère éviter. Ça, c'est... Et on a eu l'expérience en fait avec Karine, on a déjà donné cette conférence avec quelqu'un et la personne a voulu absolument faire un bilan de compétences et donc bah, elle n'a pas du tout pu répondre à ses questions, pas du tout répondre à ses besoins, elle n'a pas du tout travaillé ni sur les forces ni sur les compétences et quand elle lui disait qu'elle allait mal, et ben en fait elle ne l'écoutait pas. Donc vraiment, et écoutez aussi votre intuition, d'accord? On a toujours cette petite voix qui dit ah bah non en fait celui-là il n'est pas fait pour moi. Prenez le temps en fait de réfléchir et de vraiment écouter ce que la personne elle vous dit en face. Et si la personne elle est compétente et qu'elle a vraiment fait un burn-out, elle vous prendra en rendez-vous et elle vous écoutera avant. Parce qu'en fait, les gens qui ont fait un burn-out ou une dépression, ils savent que c'est tellement important de d'abord voir la personne et de voir qu'est-ce qu'elle émane.
Donc, si la personne, elle a fait ça, automatiquement, ça va être dans le feeling. Et vraiment, écoutez-vous. C'est hyper important. Et vous verrez après, à ce moment-là, que c'est la personne qui sera compétente pour vous accompagner, peu importe la sphère que vous choisissez. Oui, puis le feeling aussi, hein, c'est important. Si vous le sentez pas dès le départ, il faut pas se lancer avec ce consultant. Il faut vraiment qu'il y ait le feeling passe. Mmh, carrément. Ouais. Alors, bah, je vais reprendre les questions maintenant du départ. Alors, quels sont les signes avant-coureurs, vu que ce que vous dites, c'est multifactoriel, pas seulement lié au travail? C'est une question de Guillaume. Alors, c'est la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure et Guillaume m'a dit que c'était OK. Il m'a fait un petit signe D'accord. dans le chat, donc c'est parfait. Euh, je crois qu'on était à peu près à Davina, si c'est OK pour toi. Euh, Donc, Davina demandait combien de temps êtes-vous resté à l'arrêt pendant vos burn-out et combien de temps avant d'arriver à vous reconnecter. J'adore cette question, elle est hyper intéressante. Alors moi, j'étais en arrêt pendant 1 an et demi. À partir du moment où on a détecté le burn-out. Donc ça ne veut pas dire que je ne l'étais pas avant, d'accord? C'est hyper important. Il y a un psychologue des États-Unis qui dit, euh, pour pouvoir remonter d'un burn-out, tu prends la période où tu as commencé à avoir les premiers symptômes, au moment où, en fait, où tu te dis, ok, je commence à aller bien, et tu refais la même chose et tu le mets de l'autre côté, et là, que tu dis que tu en es sorti. Donc moi, je dirais à peu près 2 ans. Et donc, 2 ans après, j'étais capable de dire, ok, c'est bon. Donc là, moi, je suis dans la limite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fois encore où je me pose des questions. Je me dis, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis là pour donner aux autres? Et c'est OK, d'accord? Se poser des questions sur qui on est, c'est hyper important, toujours se remettre en question. Mais voilà, Davina, c'est hyper important de se dire, OK, toi, il n'y a que toi et ton médecin qui peuvent décider combien de temps vous pouvez être en arrêt maladie. Et tu peux commencer à te reconnecter à toi bien avant ces 2 ans. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Hmm. Je voudrais. C'est extrêmement touchant pour moi parce que dans le chat, je sais pas toi, Karine, mais il y a beaucoup de gens qui partagent leur expérience et c'est oui, vraiment oui, tout à fait. C'est extrêmement intéressant. touchant. Voilà, des gens qui nous disent qu'ils ont eu beaucoup de pleurs, beaucoup de mélancolie, envie de rien faire, un esprit ailleurs, le manque de concentration. Vous voyez, je dis, il y a des gens qui ont mis 1 an à 1 an et demi à redevenir fonctionnels. Oh là là. Et avant de se sentir normal. Ok, alors, déjà, avant, alors, tu étais normal, s'il te plaît. Oui. D'accord? On va vraiment mettre les choses au clair. Tu étais normal. Euh, Ton dysfonctionnement ne t'a pas empêché d'être une personne. Ok? C'est bizarrement aussi difficile que ça peut être. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est mon point de vue. Le burn-out a été la pire et la plus belle chose qui ait pu m'arriver dans ma vie. La pire parce que je me suis jamais sentie aussi mal. Mais par contre, aujourd'hui, je peux vous dire que je me suis jamais sentie aussi bien parce que le fait de vraiment prendre soin de soi et vraiment de se reconnecter à soi, je peux enfin dire qui je suis vraiment. Et ça, c'est hyper important. Donc oui, tu es normal. D'accord? Et oui, effectivement, il reste des cicatrices, mais c'est tes cicatrices qui te permettent d'avoir des alertes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas dire, ok, je suis un peu plus fatiguée, ok, je suis un peu plus émotionnelle, ce sont des signaux d'alarme et qui vont dire, d'accord, j'ai ces cicatrices qui sont là, mais qu'est-ce que ça me permet d'entendre et d'être en fait dans mon quotidien et de quoi j'ai besoin en fait pour pas mettre un pansement sur les cicatrices, mais plutôt mettre une petite pommade et se dire ok, de quoi j'ai besoin aujourd'hui en fait, juste pour qu'elle se voit un peu moins, juste pour que ça soit un petit peu mieux pour moi. Je voudrais répondre à Christia qui dit à la conclusion du bilan de compétences, si le métier adapté à notre profil n'a pas de débouché, c'est la case chômage, donc point d'interrogation, 2 ans d'arrêt sans ressources. Alors, déjà dans un bilan de compétences, on ne va absolument pas travailler sur des
des emplois, des métiers qui n'ont pas de débouchés. Ça n'a aucun intérêt. Le but du bilan de compétences, c'est d'être toujours aussi, nous en tant que consultants, on doit toujours être à jour des métiers où il y a des débouchés. Il n'y a aucun intérêt de faire un bilan de compétences pour vous orienter vers un métier qui n'a pas de débouchés. Voilà, donc ça aussi, c'est très important. Selon votre profil, alors effectivement, nous, on ne vous impose rien, mais en tant que consultant, si vous choisissez un métier où il n'y a pas de débouché, on va vous mettre la petite sirène d'alarme. Et c'est pour ça qu'on ne travaille pas sur un projet, mais sur trois projets. Trois projets et bien sûr des projets qui ont des débouchés. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Alors, je suis touchée aussi parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit qu'il est psychologue du travail. Je suis Oui. très, très honorée, en fait, d'avoir des gens. Et Vas-y. voilà. Et une très bonne question d'ailleurs que cette Ouais. personne a demandé. Hein, en tant que psychologue du travail, accompagner les personnes après un burn-out représente un défi complexe étant donné leur fragilité. Il est impératif qu'ils se reconstruisent rapidement. Comment pourrais-je les guider dans cette démarche de reconstruction? Mmh. Bah, déjà, comment les guider, les comprendre, être bienveillant et les accompagner dans une démarche de reconstruction via un bilan de compétences. De toute façon, puisque c'est dans le bilan de compétences, on va faire en sorte que tout colle pour que la personne revienne au travail, alors que ce soit à son poste ou dans un autre, dans les meilleures conditions possibles, et travailler sur ce qui n'allait pas, et faire en sorte ensuite de trouver des solutions pour adapter, si la personne ne quitte pas son entreprise, le poste de travail pour pas qu'elle retourne en burn-out. Je rajouterais que ça peut aussi être une solution de trouver quelqu'un qui puisse vous épauler, de discuter avec lui vraiment de qu'est-ce que c'est le burn-out, qu'est-ce que c'est la dépression, quels étaient les besoins, vraiment d'aller découvrir en fait euh, euh, comment en fait on peut réussir en fait à s'en sortir avec euh, d'autres moyens et des choses différentes. Voilà, ça peut être peut-être une bonne idée de se faire épauler par quelqu'un. C'est une perspective, hein, on est d'accord. Hein. Alors, Aude nous dit qu'elle bloque sur le point 3 et trouver ses valeurs. Ok. Oui. Bah, écoute, je t'invite déjà à faire l'exercice qu'on a partagé aujourd'hui, de voir en fait si ça te parle. Euh, Ce qui est aussi important en fait, c'est de se dire euh, quelles valeurs en fait sont hyper importantes, mais qui n'ont pas été mises en place par mes parents. D'accord? Parce que se dire qu'on a une valeur de réussite, parce qu'on doit avoir un 18 sur 20 à son devoir de français, n'est pas du tout une valeur. Par contre, la réussite de se dire, bah moi je me sens super bien dans mon métier, je me sens bien dans ma famille, je me sens bien avec mon entourage, ça peut être une réussite. De voir en fait qu'est-ce que tu mets derrière chaque valeur que tu as envie de mettre en place. D'accord? Ça, c'est hyper important. J'ai Thierry puis on va terminer, je pense, avec cette question, Mhm. qui dit qu'il est en arrêt de travail depuis plus d'un an et il demande si changer de métier, est-ce vraiment la bonne solution? Alors non, pas forcément. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Quand on va travailler sur vos valeurs, vos motivations, regardez par exemple l'exemple que j'ai eu. La personne, bon, elle était mal dans son travail, mais ça peut très bien aussi s'adapter à une personne dans votre cas. Le résultat, elle n'a pas changé de métier, elle est restée à son poste, mais dans une autre entreprise. Donc, voir effectivement qu'est-ce qui vous a amené à être au chômage, à être en arrêt. Alors, je ne sais plus si vous êtes en arrêt de travail ou au chômage. Si c'est en arrêt de travail, eh bien, bah, il y a pas, on ne doit pas forcément changer de métier. Vous pouvez juste changer d'entreprise, mais garder votre métier. Et c'est ce qui s'est passé pour la personne que j'ai accompagnée. Mais dans ce cas, il faut retravailler sur vos compétences pour les mettre en valeur et retravailler sur votre CV et tout ce qui va vous mettre en valeur sur les réseaux sociaux, par exemple, votre profil LinkedIn. Et après, les choses se font naturellement. Moi, la personne, elle n'a pas eu le temps de postuler
ailleurs, elle a été, les recruteurs sont allés vers elle. Il nous reste quelques secondes, donc on va passer au slide contact et je vous invite à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires ou d'aller voir notre site web. Merci. Merci à vous. En Et à tout cas, bientôt. vraiment prenez soin de vous et n'oubliez pas que c'est vraiment possible de retrouver un équilibre après le burn-out. Voilà, merveilleuse journée à vous tous. Merci. Au revoir.